On a ici deux représentations qui sont parmi les plus connues de celle qu'a fait l'abbé Boilat. Autant d'autres qui sont exposés dans cette cour sont exposés pour la première fois. Autant ça, c'est des représentations très connues parce qu'elles ont été publiées en 1853 dans l'ouvrage de l'abbé Boilat qui a eu un très grand succès qui s'appelle Esquisse sénégalaise. C'est un livre qui décrit la société traditionnelle sénégalaise de l'époque et qui contient un certain nombre de portraits de ce type-là qui ont été donc retravaillés par des artistes professionnels une fois que l'abbé Boilat avait envoyé en France les aquarelles qu'il avait réalisées. Alors ces deux-là sont assez sympathiques. Elles montrent Ndaté-Yala, la reine du Waalo, et son mari, le Marosso. Mais ce qui est au-delà de l'intérêt qu'ont ces images, ce qui est très amusant, c'est de lire le récit qu'en fait l'abbé Boilat, qu'il fait de sa rencontre avec la reine du Waalo. Il explique que même pour un grand tierno blanc, un grand prêtre blanc, c'est très difficile de se faire recevoir par une reine, et pour qu'il plaise à Sa Majesté de bien vouloir les recevoir, il faut faire beaucoup de cadeaux, il faut avoir beaucoup de patience, il faut patienter de très très longues heures. Et une fois la reine consent à les recevoir, mais disons, il faut faire faut faire assaut de courtoisie pour dire les choses comme ça vis-à-vis de la reine. Alors, ce sont des images assez intéressantes. On voit la reine en train de fumer sa pipe traditionnelle. C'est une tradition, ça, qui s'est un petit peu perdue au Sénégal, encore que dans certaines régions, ça se fait encore. Les femmes qui fument la pipe. Mais enfin, à l'époque, c'était très courant. Voilà. Bon, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'abbé Boilat a passé donc une dizaine d'années au Sénégal, donc avec sa charge de s'occuper de l'enseignement secondaire. Il a exercé aussi à Gorée et à Saint-Louis en tant que prêtre, bien entendu, en disant la messe très, très fréquemment. Donc on peut être à peu près certain qu'il est venu dans cette maison, par exemple, hein. Néanmoins, il a eu beaucoup de difficultés dans l'éducation, dans sa charge avec les enfants. Il a été jalousé notamment par ses collègues, probablement parce qu'il était métis. À l'époque, c'était pas forcément quelque chose de très très bien vu, probablement parce qu'il était métis. Et du coup, il a dû retourner en France. Il a choisi, ou en tout cas, il a dû retourner en France. Et il a passé tout le reste de sa carrière jusqu'à la fin de sa vie en France, où il est décédé en 1901 à Nantouillet, pas très loin de Paris. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que, à tout point de vue, l'abbé Boilat est un précurseur déjà parce qu'il est le premier prêtre sénégalais, mais un précurseur aussi de la littérature sénégalaise et un précurseur de la peinture, puisque ce qu'il nous donne est un des tout premiers, sinon le premier témoignage par un Sénégalais de la vie à l'époque coloniale. Tout ce qu'on a pu retrouver pour l'instant, en tant qu'écrit, en tant qu'image, c'est de la littérature, et c'est des documents, et c'est des rapports, et c'est des peintures faits par des colons, des gens qui étaient là de passage et qui repartaient. L'abbé Boilat, lui, véritablement, avait cette double culture. Je pense qu'il se sentait profondément sénégalais. Donc il a fini la fin de sa vie à Nantouillet, où il est mort en 1901. J'ai lu des documents, des récits notamment de gens qui l'ont connu, des gens qui étaient petits enfants et qui l'ont connu quand lui était déjà un vieillard, et qui parle de lui en des termes très, très émouvants et très, très élogieux. Apparemment, c'était une personne très, très aimée. Ce petit garçon raconte qu'il avait un peu peur d'aller chez l'abbé parce qu'il y avait un boa empaillé dans sa maison, donc ça l'effrayait un petit peu. Enfin, disons que au-delà de ça, c'est un grand homme un peu méconnu de l'histoire sénégalaise, et j'espère qu'un peu contribuer avec cette exposition à le faire connaître davantage. Il avait un certain talent artistique, et puis en tout état de cause, c'est un témoignage tout à fait précieux du Sénégal à cette époque-là, donc au milieu du 19e siècle, qui nous est donné, précieux en soi, précieux aussi, encore parce que je l'ai dit, parce que c'est le premier témoignage d'un Sénégalais, un regard d'un Sénégalais sur son contexte et sur son environnement. Beaucoup écrit, beaucoup.
il a encouragé des jeunes gens dont il avait l'éducation, dont il était chargé d'éducation, encourager des jeunes gens à entreprendre des voyages, à accompagner par exemple l'explorateur Rafnel dans ses expéditions à travers le Sénégal. Et puis ces jeunes gens ont fait des récits qui sont tout à fait... c'est des enfants qui voyageaient, mais c'est des récits tout à fait, là aussi, tout à fait émouvants, tout à fait intéressants, et qui, par certains côtés, corroborent ou viennent compléter le récit fait par l'explorateur professionnel Rafnel. Donc ça aussi, ça fait partie des images tout à fait riches, et je pense qu'il y a des travaux de recherche à faire sur ces documents pour des générations de chercheurs, peut-être encore, qui s'intéressent à l'histoire du Sénégal. Et moi, je fais partie des gens qui militent pour dire que l'iconographie devrait être un matériau de recherche historique en soi. La plupart des chercheurs utilisent des textes pour faire leurs recherches. Les textes, c'est certain, nous apprennent beaucoup de choses, mais les images aussi nous apprennent beaucoup de choses et elles sont souvent négligées. Les images nous montrent des petits détails auxquels on ne prêtait pas attention. La cheminée, par exemple, la cheminée à côté de laquelle se tient la Signare, où on avait oublié qu'il y avait une comète qui était passée au-dessus de Saint-Louis en 1843, ou des choses que vraiment l'image vient préciser, vient nous aider à mieux comprendre. C'est aussi ça qui est sympathique dans ces images et très précieux dans ce témoignage. C'est des cases agorées. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, à Gorée existait essentiellement un fort, le fort Saint-François qui aujourd'hui n'existe pas, qu'autour de ce fort, il y avait un certain nombre de cases en paille comme celle-ci, qu'on appelait cases nègres, et puis quelques maisons en dur simplement qui avaient été construites ou qui étaient tenues par des signards, des femmes mulâtresses. Donc les captifs de cases et ce qu'on appelait les nègres libres de cette époque-là habitaient dans des cases en paille qui étaient tout autour, qui étaient la majorité des habitations de l'île de Gorée. C'était ce type d'habitation, des cases toutes simples comment on appelle, en bambou et en paille, et on les appelait, c'est ce que dit la légende en tout cas, ça fait partie des choses qu'on apprend avec ces documents, on les appelait cases-nègres, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On voit des habitants, des femmes en train de faire la cuisine, on voit des petits chats, comme il y en a encore beaucoup, en train de dormir sur les toits des maisons. Donc, si les cases ont disparu, l'activité, elle, n'a pas beaucoup changé. Ça, c'est un livre que j'ai réalisé qui s'appelle Trésor de l'iconographie du Sénégal colonial, qui est une compilation d'images anciennes de l'époque coloniale du Sénégal. Et ces images, en quelque sorte, racontent l'histoire du Sénégal à leur façon. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve que les images nous permettent d'en savoir davantage quelquefois que les textes sur l'histoire, sur la vie quotidienne à l'époque. Et donc j'ai fait une compilation d'un certain nombre de gravures et d'images anciennes que j'ai trouvées chez des collectionneurs particuliers ici, comme Marie-Josée Crespin, André Guillabert, etc. Beaucoup d'anciennes familles qui possèdent ces images-là, plus le CRDS à Saint-Louis, l'IFAN à Dakar, qui m'ont gracieusement permis de reproduire ces documents-là. J'ai fait une sélection en les classant par thème. Les premiers colons, l'époque des signards, l'esclavage, Saint-Louis, Gorée, les guerres coloniales. Et puis, à partir de ces thèmes-là et de cette sélection d'images, commenter chacune de ces images pour essayer de dire qu'est-ce qu'elle représentait, qui l'avait faite, qu'est-ce que le peintre éventuellement était venu faire au Sénégal, s'il était venu au Sénégal, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, les images ont été faites et produites en Europe par des dessinateurs qui simplement essayaient de s'inspirer des récits de voyageurs pour interpréter ce qu'ils pouvaient imaginer, ce qui fait qu'on arrive à des images qui sont assez loin de la réalité. Et puis, donc, j'ai réuni ça dans ce document-là, dans ce livre-là, qui est en quelque sorte un livre d'histoire, même si je ne suis pas historien, mais simplement architecte, qui est en quelque sorte un livre d'histoire sur le Sénégal à cette époque-là. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire bien connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Et c'est aussi une manière de mieux préparer l'avenir. Voilà.